Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Je suis Cheikh Gueye, sénégalais, 50 ans. Je suis géographe. J'ai fait une partie de mes études à Dakar, ici à l'université Cheikh Anta Diop, et à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. J'ai fait donc une thèse en géographie, après un DEA aussi sur les questions environnementales, mais aussi sur les villes. J'ai donc fait une thèse sur la ville de Touba. Donc, et un ouvrage a été publié chez Cartala à partir de cette thèse qui s'appelle Touba, la capitale des Mourides. Et depuis une vingtaine d'années, donc, je mène des recherches sur les liens entre territoire, identité, culture, entre autres, puisque je suis aussi quelqu'un de très éclectique. Je passe de ça aux questions environnementales, aux questions de pêche, aux questions... Voilà, c'est très divers. Je suis ici à Enda Tiers-Monde, au secrétariat exécutif, comme donc chargé de prospective et stratégie. Alors, la prospective est très importante pour une organisation comme Enda Tiers-Monde. C'est un domaine qui permet de se projeter, donc de lire les scénarios qui peuvent advenir dans un futur proche ou lointain, et de mettre en place des stratégies pour anticiper ces scénarios et les faire advenir. C'est donc une forme de lecture du contexte et de projection de l'action qui évidemment a un lien avec la géographie, puisque la géographie c'est une forme de lecture des changements sociaux, économiques, politiques, culturels, mais par ce que les sociétés ont construit en termes de terroir, en termes de territoire. Donc c'est ça le lien entre la géographie et la prospective. Et ce que nous considérons, c'est que fondamentalement, ce qui manque à notre continent, ce sont justement des capacités de se projeter de manière souveraine vers l'avenir que nous souhaitons voir advenir. Et donc une des faiblesses justement de la réflexion africaine, c'est la prospective. Et justement, la prospective vient donc essayer de donner un futur plus reluisant à l'Afrique et aux Africains. Alors, le rapport alternatif sur l'Afrique est une initiative que nous avons imaginée ici à Enda et que nous partageons avec de plus en plus d'institutions africaines, de personnalités africaines, d'organisations. Son objectif, avant d'arriver à l'objectif, c'est d'abord, quand on parle de rapport, on interroge une forme de production de savoir sur l'Afrique qui est
celle des institutions internationales. Comme vous le savez, la plupart des institutions internationales sortent des rapports sur l'Afrique annuellement, peut-être disons bisannuellement ou en tout cas tous les 2 ans, tous les 5 ans, ça dépend des institutions. Et ces rapports donnent une certaine idée de l'Afrique, de son évolution, à la fois aux échelles nationales et à l'échelle du continent. Donc, tous les ans, nous avons toute une série de rapports, notamment des organismes des Nations Unies, des grands organismes africains d'intégration comme l'Union africaine, comme la Banque africaine de développement et d'autres institutions. Et l'idée, c'est toujours de dire ce qu'est l'Afrique à un moment donné. Et c'est donc des initiatives qui sont désormais suivies, écoutées. Et chaque rapport qui sort voilà, contient un certain nombre d'informations construites à partir d'hypothèses, d'indicateurs et aussi à partir d'orientations idéologiques que nous connaissons et qui, justement, pour ce qui nous concerne, ne nous donnent pas tout à fait satisfaction. Parce que nous considérons que chaque continent, chaque société a ses spécificités. Il n'est pas possible d'avoir une lecture standard des différentes sociétés. Et c'est évidemment cela la limite des rapports qui sortent sur l'Afrique régulièrement. La plupart de ces rapports parlent de croissance, parlent de compétitivité, parlent d'évolution des marchés, d'émergence des marchés, et on a donc une lecture annuelle de l'évolution de ces différents domaines. Et justement, ce que nous disons, c'est que cette forme d'écriture de l'Afrique, telle qu'elle évolue, ne parle pas aux Africains. C'est surtout à destination des institutions internationales, des compagnies étrangères, des sociétés étrangères. Et donc nous pensons qu'il est désormais nécessaire et indispensable d'avoir un rapport alternatif, donc qui dit l'Afrique autrement et qui est aussi produit par les Africains à partir de leurs propres principes et à partir d'indicateurs propres qu'ils auraient établis. C'est un peu sous ce rapport-là que l'initiative a été pensée. Nous pensons que dans tout ce qui est dit sur l'Afrique également, il y a ces dernières années toute une pensée qui montre que l'Afrique est en train de faire des progrès. Il y a un certain afro-optimisme qui émerge, qui vient même des organismes antérieurement les plus pessimistes sur l'Afrique, en tout cas qui interviennent en Afrique pour corriger la démarche ou l'évolution de l'Afrique, comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme les institutions internationales en général. Donc, ce nouveau discours est aussi un discours piégeux, puisque ça peut nous endormir, puisque malgré tout, l'Afrique est très sensible au discours extérieur. C'est aussi une démarche de décolonisation mentale sans doute à mener sous ce rapport-là, puisque nous sommes déterminés, peut-être parfois même surdéterminés par le discours extérieur.
et il y a une forme de néocolonisation dans ce discours-là. Et pour moi, c'est justement ce discours afro-optimiste sur l'Afrique vient aussi de cet univers de pensée. À côté de ça, il persiste encore un discours afro-pessimiste, même de la part de certains Africains, donc qui montre que l'Afrique ne bouge pas, l'Afrique est ancrée dans des conflits, l'Afrique, et on est allé même jusqu'à dire que l'Afrique refuse le développement, qu'il y a des déterminants culturels au recul de l'Afrique, donc une démarche aussi essentialiste qui alimente ce discours afro-pessimiste. Nous pensons qu'entre les deux, il y a la réalité et qu'il faut savoir réellement lire la réalité africaine à partir d'indicateurs et à partir de principes africains. Donc c'est tout cela qui nous pousse vers donc cette initiative que nous pensons être une initiative de récupération de notre souveraineté en termes de production de savoir. L'atelier méthodologique qui a permis d'inviter des personnalités africaines comme Samir Amin, comme Alioune Sall, comme Adebayo Olukoshi et d'autres qui n'ont pas participé à l'atelier mais qui vont être des contributeurs à ce rapport, visait donc à définir de manière plus claire et de manière partagée quel serait le contenu d'un tel rapport et quelle serait la logique qui serait derrière ce rapport, quelles seraient les cibles qui pourraient être définies comme des cibles de ce rapport, et donc d'avoir à la sortie de l'atelier voilà, plus de clarté sur les raisons pour lesquelles on devrait faire un rapport sur l'Afrique, qui devrait faire le rapport, selon quels principes, selon quels indicateurs, avec quelle organisation pratique au niveau national et au niveau panafricain, avec quels moyens, ressources techniques, humaines, financières, et également quelle stratégie de communication pour que ce rapport atteigne ces cibles et qu'il ne soit pas juste un rapport produit par des académiciens à destination des autres, que ce soit aussi un rapport coproduit à la fois par des académiciens, des producteurs de savoir, mais aussi par des Africains ordinaires. Et donc l'atelier devait donc permettre de définir ce que effectivement nous avons appelé une centralité de la production africaine du savoir. Il faut bien comprendre que l'Afrique est en général victime de systèmes de pensée qui influencent beaucoup sa propre pensée sur elle-même et ses stratégies. Je rappelle que quand les rapports sortent sur l'Afrique, ils sont saisis par nos gouvernants, ils sont saisis par nos intellectuels, et cela influence beaucoup la manière, les réponses qu'ils peuvent donner à ces rapports-là, en termes de stratégie, en termes de politique.
économique, sociale. Donc ces différents rapports sont attendus tous les ans, sont commentés par les opinions publiques nationaux, disons, poussent les États à réajuster leur stratégie pour s'adapter ou en tout cas gagner en termes de classement dans ces différents rapports. Et quand on regarde les auteurs de ces rapports, les logiques par lesquelles ces rapports sont établis, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne doit pas se demander est-ce qu'on a une même compréhension du développement? Est-ce que la croissance, c'est le développement? Est-ce qu'on ne doit pas développer, élaborer une pensée africaine propre du développement qui correspond mieux à la culture des Africains, aux réalités qui sont vécues par ces Africains-là, et à partir de là, lire régulièrement l'évolution de l'Afrique à partir de ces critères et à partir de ces indicateurs. Donc c'est cela que nous appelons la recentralisation de la pensée africaine vers l'Afrique. Il nous semble que nous avons maintenant un contexte plus favorable à cela, avec un retour des intellectuels africains vers l'Afrique, vers la réflexion sur l'Afrique et son avenir. Et on le voit avec l'émergence de toute une génération de nouveaux auteurs, donc les Felwine Sarr, Achille Mbembe et les autres. Et on voit avec les ateliers de la pensée qui viennent d'être organisés à Dakar que cette dynamique-là doit être consolidée. Et justement, le rapport que nous préconisons est un rapport qui veut aussi donner la parole à ces intellectuels, à ces nouveaux courants d'intellectuels africains qui ont, tendance à épouser, la pensée alternative sur l'Afrique. Les rapports qui sont faits sur l'Afrique sont orientés idéologiquement. Ils proviennent d'institutions internationales qui produisent un discours attaché à un système. C'est le système hégémonique international qui est défini par le FMI et la Banque mondiale, qui alimente les autres institutions internationales de Bretton Woods, et tout un système qui exerce une certaine domination intellectuelle sur l'Afrique depuis très longtemps. Même si des efforts sont faits ces dernières années pour combler les manques ou épouser des dynamiques qui étaient souvent antérieurement ignorées par les rapports, ces rapports-là restent orientés idéologiquement et ont du mal à refléter réellement les dynamiques africaines. Évidemment, c'est aussi une des difficultés de notre initiative Rapport alternatif sur l'Afrique, puisque il ne sera pas facile de trouver des ressources auprès de ces institutions. Le rapport ne vient pas être contre quelqu'un ou contre des institutions. Ce qu'il veut, c'est corriger quelque chose qu'eux-mêmes, d'ailleurs, sont en train de chercher à corriger, c'est-à-dire de diversifier les indicateurs à partir desquels on peut lire les évolutions du continent pour mieux les saisir, donner une image plus positive de l'Afrique et des Africains, parce qu'on les mesure mieux, on les mesure
dans des domaines où ils ont des avantages comparatifs certains, et aussi leur permettre à ce que ces rapports-là soient des instruments de récupération de la confiance en eux des Africains. Puisque les rapports ont aussi comme implication que les Africains, en les lisant et en lisant surtout tous les aspects négatifs qu'on rapporte sur eux, ne se sentent pas en confiance. C'est aussi une des raisons du lancement de l'initiative Rapport alternatif sur l'Afrique. Évidemment, c'est un grand défi, un défi énorme en termes techniques, en termes idéologiques, mais aussi donc en termes financiers, puisque ce ne sont les bailleurs et les financements pour financer ce type de rapport ne courent pas les rues. Alors, ce qui est ressorti de l'atelier méthodologique, c'est donc la mise en place d'un secrétariat permanent qui serait basé ici à Dakar au niveau d'ENDA, tiers-monde, et également la mise en place d'un comité qui regrouperait les principaux initiateurs du RASA, le CODESRIA, l'Institut des futurs africains, Forum du tiers-monde, la Fondation Rosa Luxembourg, l'institution ADEA qui s'occupe de démocratie en Afrique et qui est basée à Nairobi, et d'autres. Et ce qu'on veut, c'est que ce comité, disons, de pilotage soit un espace ouvert qui permet à toute institution qui peut contribuer à l'initiative, à la production de ce savoir régulièrement produit sur l'Afrique et dans une dimension alternative, de puisse venir faire partie de ce comité de pilotage. Une autre instance est également mise en place. Elle va être composée de personnalités africaines de haut niveau qui sont dans les sciences, qui sont dans l'économie, qui sont dans la culture et qui sont un peu les garants de la crédibilité de l'initiative. Donc, et ces différentes instances se réunissent régulièrement, à la fois en présence et en virtuel, pour, disons, définir les orientations stratégiques de l'initiative, ainsi que la manière dont cette initiative peut atteindre ses différents objectifs. Nous voulons combiner une démarche nationale à une démarche panafricaine. Évidemment, on ne peut pas faire un rapport sur l'Afrique en ne faisant pas des rapports nationaux qui font ressortir les situations dans les différents pays, qui peuvent, disons, retracer les évolutions des différents pays, des différentes sociétés de nos pays, puisque l'Afrique est très plurielle. Il n'est pas facile de dire l'Afrique d'un seul tenant. Donc nous partons d'une démarche nationale pour aboutir à un rapport africain. C'est cela le choix que nous faisons. Mais on peut très bien aussi dans ce rapport faire apparaître des choses qui ressortissent du milieu local
ou encore d'espaces régionaux ou sous-régionaux. Donc c'est l'articulation entre les différentes échelles que nous cherchons aussi à montrer, à démontrer. Nous avons une démarche très ouverte par rapport à tout type d'intellectuels. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai la certitude que les professionnels des institutions internationales ou africaines comprennent depuis longtemps que eux-mêmes peuvent développer des insatisfactions dans la manière dont ils conduisent leurs travaux. Et c'est justement comme ils ne peuvent pas dire certaines choses au sein de ces institutions, cet espace, c'est aussi le leur pour qu'ils puissent s'exprimer avec l'expérience qu'ils ont accumulée dans ces différentes institutions. L'exemple que je donne, c'est celui de M. Lopez qui vient de démissionner de la Commission économique pour l'Afrique, justement qui nous dit qu'il a tout le temps essayé d'être une force de provocation dans sa propre institution et que maintenant qu'il est sorti, il trouve des espaces où il peut promouvoir les idées alternatives auxquelles il a toujours réellement cru. En réalité, la plupart des professionnels africains sont des grands patriotes, mais ils sont dans des cadres où les idées sont prédéfinies, où les décisions sont souvent prédéfinies. Et donc, je pense qu'il leur manquait aussi cet espace-là pour réellement s'exprimer. Nous ouvrons toutes nos portes également à la diaspora, puisqu'elle aussi a un potentiel avec un regard peut-être un peu extérieur par rapport aux réalités du continent, pouvoir également garder cette capacité d'exigence plus forte que les Africains eux-mêmes qui vivent leur propre situation. Et comme le rapport se veut également un instrument de prospective, il veut aussi être un instrument et un lieu où on peut imaginer l'avenir de l'Afrique et de définir des stratégies pour faire advenir justement ces futurs souhaitables. Et donc, l'occasion est donnée à cette diaspora de s'exprimer et aussi de dire ce qu'elle souhaite que l'Afrique devienne. Donc nous sommes complètement ouverts et nous pensons pouvoir définir les mécanismes techniques pour que les Africains, où est-ce qu'ils se trouvent, puissent contribuer au rapport alternatif sur l'Afrique. Ce que nous souhaitons, c'est que ce rapport reflète les Africains ordinaires et évidemment les Africains qui n'ont pas de voix, qui ne sont jamais écoutés. Évidemment, les femmes, les jeunes, les populations qui sont en situation de vulnérabilité sont les premiers que nous appelons à contribuer à ce rapport, puisque ce rapport doit être à la fois un instrument de communication de leur vécu par rapport destiné aux États africains et aux dirigeants africains et aux responsables politiques africains à qui eux doivent aussi parler. Donc le rapport n'est pas le RASA n'est pas un rapport qui va parler aux autres. C'est d'abord un rapport qui parle à l'Afrique et aux Africains eux-mêmes.
dont donc les catégories les plus défavorisées. Nous ne bannissons rien, mais ce que nous voulons faire, c'est innover. C'est avoir une démarche critique par rapport à ces indicateurs traditionnels. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tendance mondiale à réinterroger ces indicateurs-là pour d'abord les diversifier et sortir de l'économisme qui les sous-tend et en même temps refléter d'autres dimensions de l'homme et des sociétés qui ne sont souvent pas reflétées dans ce type d'indicateurs. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est partir des principes africains. La plupart de ces indicateurs sont définis avec un langage, avec un vocabulaire, avec des logiques, avec des intérêts qui sont derrière. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver une pensée libre qui détermine la définition de nouveaux indicateurs. Donc nous sommes à la fois dans l'autonomisme, mais aussi dans la co-construction, dans la convergence avec d'autres. Nous souhaitons par exemple que quand on aura défini des indicateurs propres à l'Afrique, que d'autres institutions internationales puissent les adopter ou en tout cas compléter leurs propres indicateurs avec les nôtres. Donc nous ne sommes pas aussi dans l'enfermement. Nous, ce que nous refusons, c'est de subir le pensée global. Que des think tanks, que des institutions puissent penser pour nous. C'est ce que nous refusons. Donc pour nous, les centralités sont individuelles, sont communautaires, sont locales, sont nationales. C'est autour de ces centralités affaiblies depuis de trop longues années qu'il faut reconstruire les centralités africaines. Donc c'est ce que nous cherchons à faire à travers cette initiative. C'est vrai, c'est la réalité en Afrique. Les penseurs sont souvent vus comme des opposants. Les intellectuels sont souvent vus comme des gens des empêcheurs de tourner en rond. Des empêcheurs de tourner en rond. Et il est donc important de réconcilier ces deux catégories d'espace. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles justement nos différents États, nos décideurs sont pauvres en termes de pensée et sont obligés d'écouter l'extérieur, c'est justement parce qu'elles ne dialoguent pas assez avec leurs propres intellectuels. Et pourtant, nous avons en Afrique l'émergence ces 10 dernières années de beaucoup de think tanks qui essaient de redonner une autonomie à la pensée africaine, qui génèrent une pensée décomplexée, qui génère une pensée qui s'adosse à des valeurs qui sont plus importantes en Afrique qu'ailleurs. Nous pensons que justement l'espace que nous créons doit être un espace d'expression pour eux et un espace de réconciliation entre les espaces de pouvoir et les espaces intellectuels, notamment les espaces alternatifs. Donc,
et recentralisateurs, ceux qui cherchent réellement à recentraliser et à refonder notre pensée autour de nos propres valeurs et de nos propres intérêts. Quand on parle de pensée localement, on parle de local en Afrique. On parle mais je veux dire que même dans le pensée recentralisé en Afrique, il faut éviter de croire qu'il n'y a que les intellectuels d'un certain niveau académique ou qui peuvent s'exprimer dans certaines langues qui sont les seuls faiseurs d'opinion. Si on interroge les systèmes d'éducation, si on interroge certains leaders d'opinion, des leaders religieux, des leaders culturels, des leaders traditionnels, on voit que la pensée africaine est très diverse. Et justement, ceux qui sont les moins influencés par la pensée extérieure définissent les pensées les plus authentiques. Et justement, notre objectif, c'est enfin aussi de donner la parole à ces catégories-là qui ne parlent pas souvent et de leur faire entrer en dialogue avec les intellectuels qu'on a l'habitude d'écouter ou de lire. C'est un peu cela que nous voulons promouvoir et penser locale, pensée nationale doivent s'alimenter, s'articuler. C'est un thème que nous avons beaucoup discuté dans l'atelier. Déjà dans la dénomination du rapport, nous avons beaucoup discuté sur l'aspect alternatif. On s'est posé la question alternative par rapport à quoi est-ce que ça ne donnerait pas une image, disons, liée au Forum social mondial, donc à ces pensées alternatives internationales. On a beaucoup discuté donc de la dénomination. Donc, quand on dit RASA, ça peut aussi signifier rapport sur l'Afrique, tout simplement. Mais l'idée du rapport est une réponse quand même à la production de savoir ailleurs. Et nous avons identifié les rapports sur l'Afrique comme un domaine dans lequel l'Afrique a besoin aussi de s'imposer. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé rapport. Mais la discussion continue sur ça. Nous allons voir si nous n'allons pas donner, par exemple, une dénomination à travers une langue africaine du rapport ou encore quelque chose qui ressemble à ça et qui ne donne pas l'impression que nous voulons chercher la confrontation avec les autres rapports. Mais effectivement, c'est une question importante qui reste à l'ordre du jour dans notre réflexion. Alors, le rapport va être produit en français, en anglais et aussi dans certaines langues africaines. C'est ce que nous souhaitons, si les moyens nous le permettent. Mais on est allé dans l'atelier méthodologique jusqu'à, pour certains, revendiquer que le rapport soit produit dans une langue africaine et traduit dans d'autres langues. Ce qui constitue pour nous également peut-être une forme d'extrémisme, puisque nous tous nous exprimons en français
Et ces différentes langues peuvent aussi être considérées comme des langues africaines parce qu'appropriées en Afrique. Alors, le rapport s'adresse à tous les Africains, d'ici et de la diaspora. Il s'adresse aux individus, il s'adresse aux communautés, il s'adresse aux décideurs, il s'adresse aux étudiants, il s'adresse à toutes les catégories qui peuvent se reconnaître dans une lecture de l'Afrique, mais qui, en se reconnaissant dans une lecture de l'Afrique, peuvent aussi définir leur stratégie individuelle, leur stratégie communautaire, leur stratégie nationale en rapport avec ce qu'ils ont lu dans le rapport. C'est un peu comme ça que nous le voyons. Donc c'est un rapport aussi pour les Africains. Et ça, c'est une de ces singularités, puisque la plupart des rapports qui sont produits sont peu appropriés par l'Africain ordinaire. Il ne détermine pas son évolution. Et il est surtout destiné aux gens qui veulent intervenir en Afrique, aux gens qui veulent regarder l'Afrique de l'extérieur. Et c'est ça que nous voulons corriger à travers ce rapport-ci. Comme je l'ai déjà expliqué, je pense que les alternatives que nous proposons, nous-mêmes, peut-être que nous ne les avons pas toutes définies. Ce que nous voulons, c'est que ça soit le lieu de définition d'alternatives par les Africains eux-mêmes. Pour nous, il faut que dans le domaine économique, on sorte de cette logique de création d'indicateurs qui montrent, par exemple, le progrès du point de vue individuel des gens. Donc on regarde les gens par personne, revenu par personne, enrichissement par personne, progrès par personne, par exemple pour interroger l'aspect communautaire de l'évolution des populations africaines. Puisque, qu'on le veuille ou non, nous avons dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, une tendance à être heureux avec le groupe, à être heureux quand le groupe est heureux, à être reconnu quand le groupe nous reconnaît. Donc déjà ça c'est une entrée importante. L'entrée panafricaine aussi est très importante pour nous. Le rapport devra refléter la manière et les dynamiques par lesquelles l'intégration se fait, le panafricanisme se construit. Peu de rapports parlent de cela. Nous voulons que disons, le vécu des Africains, leur propre sensibilité, leurs pratiques économiques qui sont souvent considérées comme trop peu productifs, trop peu enrichissants, qui sont souvent sous-estimés, que ces pratiques-là aussi soient reconnues, puisque en dehors de leur caractère économique, ils ont un caractère social, ils ont un caractère culturel. C'est pas un hasard si on retrouve les mêmes traits culturels dans l'économie africaine un peu partout. Ce qu'on appelle l'informel, on le retrouve partout. Certaines formes d'habiter, certaines formes de production, certaines formes de consommer, on le retrouve partout en Afrique. Donc il y a un trait culturel commun qui détermine ce type de dynamique. Et il faut apprendre à faire apparaître ces dynamiques-là dans les différents dans le rapport sur l'Afrique. Aujourd'hui, même les rapports classiques dont on a parlé essaient de corriger les insuffisances qu'ils avaient sur cela. Ils s'intéressent beaucoup plus aux questions
d'interaction entre urbain et rural, s'intéresse beaucoup plus à l'économie informelle. Donc, il y a une sorte de correction, et justement, le rapport que nous souhaitons émettre le sera par les Africains et pour les Africains. C'est aussi ça l'innovation. Alors, le rapport, l'objectif que nous avons, c'est de le sortir dans 2 ans. Le premier numéro du rapport. Il est consacré, l'atelier méthodologique a défini un thème, c'est la souveraineté économique et toutes les questions relatives à l'émergence de sociétés, des sociétés en Afrique. Il y a tout un discours sur l'émergence, mais on parle de l'émergence des marchés, de l'émergence des opportunités. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de l'émergence des sociétés africaines. Et c'est cela, le thème du premier rapport que nous allons sortir donc dans 2 ans. Ce continent, la principale faiblesse de ce continent, c'est justement la production d'une pensée alternative, souveraine, donc qui est alimentée par les Africains eux-mêmes, mais surtout une pensée qui s'intéresse à l'avenir, qui définit des stratégies pour l'avenir. Nous pensons que aujourd'hui les compétences techniques, humaines, permettent aujourd'hui de saisir ce chantier-là et de l'améliorer. La production du savoir, c'est la clé pour exister dans ce monde. Ce monde compétit sur le savoir, essentiellement. Donc, si on ne se positionne pas sur cette compétition du savoir, de ce savoir propre, on ne parle pas seulement du savoir technologique, du savoir pour fabriquer un avion, du savoir pour fabriquer une fusée. On ne parle pas uniquement de ça. On parle aussi de notre manière de vivre. On parle aussi des dimensions spirituelles, des dimensions culturelles. L'homme n'est pas que matériel. Et sous ce rapport-là, non seulement l'Afrique a de grandes potentialités, mais nous avons même beaucoup à apporter au reste du monde, qui est aujourd'hui un peu perdu en termes de modèles, en termes de vision, et se cherche. Et donc, nous pensons que cette initiative, comme d'autres, est une contribution à ce moment disons, où l'Afrique doit faire advenir son propre moment dans le monde. C'est donc l'occasion d'appeler tous les Africains à s'approprier l'initiative Raza, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, et qu'ils en fassent leur propre instrument de projection vers l'avenir. Ewe mlezi mbawa Mbache unagona ketosha holo Wesonga juwa ujizire Nawe nandazi zoubadilisho Ima yetirie mama yedi Toe korini Simanale oya Toe korini Simanale oya